Votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 19 janvier, c'est le jour le plus déprimant de l'année, le Blue Monday, c'est aujourd'hui. On vous donne quelques conseils pour prendre soin de votre santé mentale. Maire de Courdimanche depuis octobre 2022, tête de liste pour la première fois, Sophie Mataran est avec nous. Votre chronique sport du lundi, et puis côté météo, demain, la journée est couverte toute la journée. Comptez 3 dans la matinée, 10 l'après-midi. Un homme de 24 ans a été grièvement blessé après une chute du 4e étage d'un immeuble Square d'Aquitaine à Argenteuil. Alertés peu après 21h, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime qui a été transportée en urgence absolue à l'hôpital Beaujon à Clichy. Les circonstances de la chute restent à déterminer. Le lundi déprimant ou Blue Monday, c'est aujourd'hui. Est-ce une création marketing ou un phénomène réel ? Comment limiter les effets s'il existe ? Nous sommes entretenus par téléphone avec Véronique Chicone, adjointe direction au foyer d'accueil médicalisé Béthanie de Menicourt, qui accueille notamment des personnes ayant des troubles psychiques. On entend beaucoup parler du Blue Monday comme étant le jour le plus déprimant de l'année. Est-ce que c'est juste un concept marketing ou il y a un vrai fondement psychologique derrière ? Alors, justement, c'est intéressant la question parce que l'année dernière, on s'est aperçu que on n'était pas de très bonne humeur ce jour-là et donc les professionnels, on avait discuté en disant que c'était le fameux jour où soi-disant tout le monde est triste, ça va pas. Mais en fait, je pense qu'on peut se conditionner un petit peu en fait. C'est parce qu'on entend ça et on se dit tiens, c'est peut-être parce que c'est dans l'air du temps, c'est ce jour-là. Le passage à l'automne et puis aussi au mois de mars, souvent, on a des situations où les résidents ne vont pas très bien, où ils expriment de l'angoisse, une petite tristesse ou une déprime qui s'installe. Ça dure pas forcément longtemps, mais c'est plutôt saisonnier en fait. Et je pense que c'est plutôt lié aussi. On est un peu comme des plantes, c'est-à-dire que la luminosité, le fait que les jours aussi raccourcissent, le changement de saison, moi j'ai déjà vu, ça fait pas mal d'années que je travaille dans ce milieu-là, j'ai déjà vu l'impact. Alors justement, vous parlez des saisons. Qu'est-ce qui fait que le mois de janvier, il est plus difficile mentalement souvent que les autres périodes de l'année ? Déjà, alors, il y a eu les fêtes qui se sont passées. Alors, soit pendant les fêtes, on a été très occupés, on s'est beaucoup investi entre le boulot, mais aussi avec sa vie privée, familiale. Puis d'autres sont sortis de là avec des situations des fois un peu compliquées. Ça peut être conflictuel aussi des fois pendant les fêtes. Et puis certains qui se retrouvent à avoir passé les fêtes de façon isolée. Finalement, le janvier, on revient dans la vie active et on peut aussi avoir une petite baisse de régime. Il faut aussi se remettre aussi dans un contexte de travail pour ceux qui travaillent. Il faut reprendre un nouveau rythme. Donc ça peut effectivement être un moment de réadaptation, le mois de janvier. Et on prend après les fameuses bonnes résolutions qu'on ne tient pas. Quels sont les gestes du quotidien qui peuvent vraiment aider à se sentir mieux de manière générale et à mieux traverser le mois de janvier ? Alors, je sais pas d'où vous avez tiré que c'est que le mois de janvier, c'est à mon avis un peu tout le temps dans l'année. Ce qu'il y a de bien, c'est déjà d'avoir une activité, c'est-à-dire un hobby, au-delà de ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. C'est d'avoir, si on a une passion, si on peut la mettre en mouvement, tant mieux. Sinon, pourquoi pas faire partie d'une association, faire du bénévolat. Toute activité extérieure qui vous maintient avec la réalité et on va dire le territoire du quartier ou au-delà, un sentiment d'utilité. Je pense que se sentir utile aussi, ça compte. Tout ne passe pas par le travail. Après, ça va être aussi le sport, une pratique sportive. Alors, au sens, c'est pas forcément quelque chose de très physique. On peut aussi faire appel à des associations et des coachs qui ont l'habitude de faire un sport adapté en fonction de l'âge de la personne, de son niveau. Le sport, c'est très important. S'aérer aussi, faire de la marche, ne serait-ce que de marcher un petit peu autour de chez soi, aller se balader à côté de la forêt, autour d'un étang. Ça, je pense que c'est important. Et puis, bien évidemment, ce qui peut être intéressant aussi, c'est s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans sa ville, donner de son temps. Voilà, ça peut être pas mal pour se remotiver pour l'année. Comment se sentir utile, quoi faire d'intéressant pour soi. Si j'aime bien faire de la couture, pourquoi pas me lancer dans un projet couture. Vous voyez, c'est vraiment, il faut se questionner sur qu'est-ce qui nous fait plaisir en fait. Aussi, quand on est
dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit que son voisin, sa voisine, une personne un peu âgée, tout ça, on la voit de moins en moins sortir ou quand on la croise, on la trouve un peu tristoune. Je pense qu'il faut faire attention à son prochain et se dire que ça coûte pas grand-chose que de parler et de proposer, de partager un café et des fois d'avoir une écoute bienveillante en fait. Si vous présentez des signes de dépression comme une perte d'intérêt ou un déplaisir, un manque de plaisir généralisé et une fatigue persistante et un manque d'énergie qui dure, n'ayez pas honte ou peur de vous faire aider. Des dispositifs existent. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher d'un proche ou consulter votre médecin traitant ou un psychologue. Pour les étudiants éligibles, vous avez par exemple le dispositif Santé Psy étudiant, ne restez pas seul. Un peu plus d'un an, d'un demi-mandat de maire et déjà devant les urnes. Bonsoir Sophie Mataran. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Court dimanche, naturellement vers l'avenir, c'est le nom de la liste que vous portez pour les municipales. On l'a dit, vous n'avez pas fait un mandat entier et pour cause, vous avez succédé en cours de route. Aujourd'hui, il y a eu une envie de repartir. Pourquoi ? C'était pas assez long ? Ben oui, c'est sûrement ça, peut-être aussi. Après, moi, je me présente aussi parce que j'aime profondément Court Dimanche, c'est ma ville, c'est un engagement que j'ai avec elle. Alors déjà en 2008 aux côtés d'Elvira, mais pas encore élue et élue depuis 2014. Oui, j'aimerais bien, aussi à un moment, on veut faire continuer cette équipe qui a gagné les élections et voilà, c'est un prolongement qui est un peu naturel d'essayer de faire un mandat en entier. C'est ce que vous dites naturellement vers l'avenir. Exactement. Justement, c'est quoi l'avenir de Court Dimanche ? Comment vous le voyez, vous, cet avenir ? C'est continuer ce qui a été fait, j'imagine, ce qui est fait. Aujourd'hui, c'est quoi les grands projets que vous voulez défendre ? Naturellement, parce qu'en fait, Court Dimanche a toujours eu un peu cette identité aussi de faire très très attention à la transition écologique. Et donc il y a ce côté naturel, il y a ce côté aussi qui est important pour nous à Court Dimanche, de cette nature dans la ville et de ville dans la nature. On est aux portes du Vexin, mais on est de l'autre côté, à côté de Cergy. Donc il y a quelque chose qui fait l'âme de Court Dimanche et qu'on veut continuer à protéger et dans notre ville tout en préparant effectivement l'avenir. Alors cet avenir, c'est à la fois nos seniors qui vieillissent. On va avoir d'ici 10 ans 600 personnes de plus de 65 ans. Et puis en même temps, peut-être une baisse de la natalité aussi. Donc naturellement, en préservant la biodiversité, en préservant notre paysage, accueillir aussi à la fois penser à notre jeunesse, penser aussi à nos seniors, qu'ils aient des parcours de vie dans notre ville de Court Dimanche pour tous, quoi. Aujourd'hui, vous vous représentez pour un nouveau mandat, pour continuer sur ce chemin-là. Je vais prendre quelques enjeux qui reviennent souvent dans un petit peu toutes les villes de l'agglomération. Je vais prendre le premier enjeu qui est pour moi celui majeur et celui dont on entend parler tout le temps, la santé. Aujourd'hui, c'est un enjeu. Vous parlez de vieillissement de la population, c'en est d'autant plus un. Aujourd'hui, comment on a des solutions ? Est-ce qu'on en a pour avoir plus de médecins ou au moins permettre aux gens de se soigner ? Écoutez, là, moi j'ai travaillé 3 ans sur ce problème à Court Dimanche, puisqu'on a eu le départ des 2 médecins généralistes juste au début de ma mandature. On a frappé à toutes les portes, on a essayé de trouver toutes les solutions et au bout de 3 ans, on a, alors bien sûr, l'ARS, le RPS, beaucoup de partenaires. Alors la prévention, on a d'abord mis une cabine de téléconsultation dans un bâtiment public, c'était important parce que pour pallier vraiment au déficit tout de suite de médecins et à la pénurie. Et après, il y a eu toute une construction jusqu'à l'ouverture d'un cabinet médical en partenariat avec un promoteur, un constructeur qui a fait un nouveau bâtiment. Parce qu'il fallait pouvoir attirer ces jeunes médecins qui n'étaient pas intéressés par des vieux locaux ou des locaux trop chers. Et donc avec ce partenariat, on a réussi effectivement là, depuis le 15 janvier, à avoir un médecin généraliste, une médecin généraliste qui s'est installée chez nous. C'est pas fini, il y a 2 cabinets dans ce poste médical, excusez-moi. Il y a 2 cabinets. Et puis, il y a un travail à faire aussi sur la partie haute de notre ville, le cœur historique de ville Court Dimanche, qu'on appelle aussi le village, où là, il y a un cabinet médical installé et où on pourra aussi peut-être installer quelqu'un d'autre. Je pense que le fait déjà d'avoir une personne avec en plus une remplaçante, on a fait un appel d'air. Alors, je vous dis, j'ai dû rencontrer une quinzaine de médecins, on a avoir des contacts de tous les côtés
et voilà, c'était pas facile, mais on y est arrivé. Aujourd'hui, le message, c'est aussi un petit peu, on a vu tout le monde, il n'y a pas vraiment de solution magique. Quand on entend, il faut mettre des médecins municipaux, il y a beaucoup de discours. Il n'y a pas de solution magique. Non, il n'y a pas de solution magique. Je crois qu'il faut, c'est du travail pour tous les services. Il a fallu, penser où il pouvait s'installer, ce qu'on pouvait mettre à sa disposition, comment on pouvait l'accompagner aussi. Et puis après tout un travail de communication, d'annonce partout pour trouver. Et puis des rendez-vous avec plein de médecins pour pouvoir trouver. C'est aussi un enjeu d'attractivité d'une commune, une commune comme Courdimanche qui est à la fois Cergy-Pontoise, à la fois le Vexin. Il faut sauvegarder cette attractivité-là. Oui, il faut la sauvegarder. Et puis c'est un petit peu compliqué parce que on a une partie de nos habitants qui sont proches de Cergy et d'autres qui sont proches de Vauréal. Et au niveau des médecins, on appartient au bassin plutôt de l'Autil. Et donc en plus, on n'est pas en zone prioritaire. Donc on n'avait plus de médecins. Cergy était en zone prioritaire, mais pas Vauréal. Donc nous, du coup, Courdimanche, nous étions rattachés au bassin de Vauréal. Et donc donc moins d'aide aussi, moins d'aide à l'installation pour les médecins. Donc oui, moi je pense parce que une population quand même de plus de 7000 habitants qui se retrouvent du jour au lendemain sans aucun médecin généraliste, c'était compliqué. Voilà. S'il y a des grands axes aujourd'hui à cette candidature, s'il y a des choses que vous voudriez faire demain en étant réélu, ce serait quoi les grandes priorités ? Alors, que Courdimanche, on a un axe là, parce qu'on a quand même bien réfléchi déjà à notre programme, ça avance les choses, voilà. Une ville protectrice résiliente, c'est-à-dire qu'il faut que Courdimanche s'adapte, et c'est justement ce naturellement vers l'avenir. Il faut qu'on s'adapte aux défis qu'on peut avoir, on l'a vu sur ce mandat, la pandémie, le Covid, les inflations, la guerre en Europe, et l'État aussi qui, un budget qui a du mal à être signé, et tout ça, ça redescend un peu sur nos communes. Et on s'est rendu compte sur ce mandat qu'il fallait avoir une adaptabilité très rapide pour nos villes, à la fois au niveau financier et à la fois au niveau de tout ce qui peut nous arriver, nous imputer. Concrètement, comment on est plus résilient quand on est une commune ? Parce que effectivement, le mot résilience, il est intéressant, mais comment on est plus résilient aujourd'hui ? Je crois qu'il faut être souple, faut être créatif, il faut être aussi avoir une dynamique et une énergie. Je crois qu'il faut regarder beaucoup vers l'avenir, avoir une vision, mais pouvoir la remettre en question, cette vision, et s'adapter régulièrement. Alors s'adapter tout en préservant notre cadre de vie, mais renforcer certaines choses qu'en ce moment, pour tous, c'est renforcer la sécurité, renforcer aussi, garantir un service public fiable avec tous les défis qu'on a à venir. Là, on s'est retrouvé, à essayer de chercher des médecins alors que ce n'est pas une compétence municipale. Mais voilà. Et travailler aussi, je trouve que c'est important sur nos mobilités aussi. Oui, c'est important, les mobilités, c'est un vrai sujet qui est revenu sur la table et qui reviendra sans doute à un moment donné. S'il y a d'autres grands axes aujourd'hui ? Alors, le grand axe, c'est un axe qui existe toujours à Courdimanche, c'est de garder une ville vivante, une ville qui accompagne vraiment chaque Courdimanchois dans ses parcours de vie, donc dans des parcours de résidence aussi. Donc, le logement, c'est important, c'est un sujet qui est très, très important. Donc, nous, on essaye d'avoir nos 25% de logements sociaux, d'être en accord avec la loi, ça fait partie de notre programme. J'ai entamé ça depuis le début de mon mandat, mais je voudrais y arriver vraiment sur la suite du mandat. Je voudrais aussi, sur une ville vivante, c'est travailler avec l'éducation, la jeunesse, mais ça, Courdimanche, ça fait aussi partie un peu de son ADN comme la biodiversité. Avoir une vie économique, c'est-à-dire là aussi, trouver des solutions pour nos commerces. On a un centre-ville de commerce qui est en difficulté en ce moment, donc rechercher des solutions. Avoir une vie associative et culturelle qui continue d'être importante, et puis des événements. Et puis bien sûr la santé et la prévention, tout ça là-dedans. C'est intéressant. Juste une question sur la place d'une ville comme Courdimanche dans une grande agglomération qui est celle de Cergy-Pontoise, parce que je crois qu'il y a aussi un énorme enjeu sur ce sujet-là, c'est que quand on parle d'attractivité, quand on parle d'association et tout ça, on est quand même dans une agglomération qui est forte, qui a une identité forte aussi, notamment certains, si on leur demande Cergy-Pontoise, en fait ils croient que c'est une ville en elle-même. C'est aussi un enjeu pour une ville comme Courdimanche d'avoir une place dans une agglo et de dire mais on n'est pas qu'une ville dortoir entre guillemets, il se passe des choses dans notre ville. Oui, je trouve que c'est très important.
c'est très important parce que, en fait, une ville qui n'a pas tous ces enjeux-là de dynamisme, du vivre ensemble, d'événements qu'il crée, en fait, c'est une ville qui va pas vivre, en fait, qui va rester, comme vous l'avez dit, une ville dortoir. C'est pas toujours facile. Mais on a des atouts à Courdimanche. La taille de notre ville, elle nous permet, je le disais déjà il y a quelques années, d'être un laboratoire, de pouvoir expérimenter des choses. Elle est suffisamment petite pour pouvoir essayer rapidement les choses, pour avoir une réactivité sur certains sujets, et aussi suffisamment grande pour pouvoir, voilà, puisqu'on a 3 groupes scolaires, pour pouvoir quand même faire les choses être rapidement, ambitieux. aussi être ambitieux. Voilà. Un mot sur cette élection municipale. La dernière fois, il n'y avait qu'une liste. Cette fois-ci, a priori, il y en aura 3, Oui. à ce qu'on sait. Oui. Quel regard vous avez aujourd'hui sur l'élection à venir, sur les candidats en face de vous? Je pense qu'il y a eu des propos dans la Gazette du Val d'Oise sur vous, sur votre bilan. On cite il n'y a aucune politique publique qui révolutionne le quotidien. On sent un manque de proximité avec les Courdimanchois. Elle n'a jamais été dans l'échange. C'est le bilan d'une remplaçante qui n'a pas été élue par les citoyens. Allons jusqu'à dire, elle ne dit bonjour à personne, même dans ses services. Il faut remettre de l'humain au centre. C'était les propos de Mariam Bousselam. Est-ce que c'est une campagne avec un ton qui vous convient? Non, ça me convient pas du tout. Parce qu'en fait, quand on parle de remettre de l'humain, en fait, voilà, moi ça fait partie de mes valeurs. Je suis quelqu'un d'humaniste, et c'est pour moi l'humain c'est le plus important, et aussi pour ça que je me représente. Parce que voilà, moi je trouve que de trouver des solutions, j'ai mis en place une permanence du maire où je reçois les gens en difficulté. Alors voilà, pour moi, tout ce qu'il y a là, tout le monde, chaque candidat peut dire que c'est pas vrai, mais moi, c'est pas le ton que je veux avoir dans notre campagne. Les deux personnes que nous avons en face de nous, sont 2 anciens élus, donc je les connais bien. Bon, ils ont envie de faire cavalier seul, c'est la démocratie. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Par contre, ce ton-là, je ne l'aime pas. Et puis, c'est vrai que moi, les choses qui m'ont plus touchée dans cet article, c'est justement sur les cours d'école, sur le projet de réinvention du cours d'école, parce que je le disais, c'est un peu mon bébé. Bien sûr, Madame Jaouane m'a donné le feu vert quand je lui en ai parlé. Je lui avais dit à un moment, on avait mis dans notre programme simplement de revégétaliser les cours d'école. Et moi, je suis une ancienne enseignante, une ancienne directrice d'école. Et je lui ai dit, il y avait eu le Covid, il y avait eu plein de choses. On entendait aussi dans d'autres communes des histoires de dégenrés, d'inclusion, enfin plus tout ça. Et moi, je lui ai dit, je veux pas simplement qu'on les végétalise, je veux les réinventer. Et moi, j'ai tout le cheminement dans ma tête, tout le travail que j'ai fait, aussi quand je discute pas. Chaque cours d'école, il y a eu un comité d'embellissement avec qui on a travaillé avec les parents, avec les enfants, avec les services qui travaillent. Pour moi, les services, je n'ai pas ce retour qu'on peut avoir. Voilà. Et je suis quelqu'un qui est vraiment dans la discussion, je crois, alors, je suis une pédagogue, oui, mais je crois vraiment à l'intelligence collective et dans le débat. Donc voilà, ayons un bon débat qui fasse avancer, en tout cas. Pour moi, le plus important, c'est de faire avancer notre ville et d'avoir des beaux projets pour Courdimanche. Et si le débat peut permettre ça, eh bien, tant mieux. Merci Sophie Mataran d'avoir été avec nous. Tête de liste Courdimanche, naturellement, vers l'avenir. Le département lance la 14e édition du prix de l'égalité des chances, un dispositif destiné à soutenir les jeunes de 18 à 25 ans au parcours scolaire exemplaire et engagés sur le territoire. Ce prix peut apporter une aide financière allant jusqu'à 8 000 € afin de lever les freins économiques à la poursuite d'études ou à la réalisation de projets éducatifs ambitieux comme un stage à l'étranger ou des frais de logement. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23 mars et seront examinées par un comité composé d'élus et de partenaires institutionnels. Depuis sa création, le dispositif a déjà permis d'accompagner près de 90 jeunes pour un soutien global d'environ 500 000 €. Le conseil des enfants de Cergy a choisi le nom du futur groupe scolaire de la rue des Marges-Aubert, validé par le conseil municipal, baptisé groupe scolaire des Lucioles. Ce nouvel établissement ouvrira la rentrée prochaine dans un quartier en plein renouveau sur l'ancien site de la Tour 3M. Le projet, qui fait la part belle à la participation citoyenne, accueillera des classes de maternelle et d'élémentaire dans un bâtiment en bois et matériaux biosourcés, doté d'une toiture végétalisée. 2 cours oasis, plantés d'arbres et de végétaux, permettront de créer des îlots de fraîcheur, bibliothèque, restauration, espace périscolaire et raccordement au chauffage urbain complète cet équipement pensé pour le bien-être des élèves et le respect de l'environnement. C'est lundi, tout de suite, la chronique sport, Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive.
Dans votre chronique sport du lundi 19 janvier 2026, on commence avec Antoine Sénart, vice-champion du monde de cross-country. Antoine Sénart est le premier valdoisien depuis 50 ans à monter sur un podium aux mondiaux de cross-country. Il y a des jours où l'utopie devient possible, où l'exploit se dessine collectivement. Le samedi 10 janvier 2026 dans le parc floridien aux États-Unis, Antoine Sénart a connu l'allégresse de cette journée faste qui marque une carrière sportive. Le sociétaire de l'entente Franconville-Sésame Valdoise a été le premier médaillé valdoisien depuis 50 ans dans un championnat du monde de cross-country. Avec ses coéquipiers, il a offert à la France son premier podium depuis 25 ans sur ce rendez-vous mondial. Autre événement, à Sannois-Franconville, Elodie Cheffre, championne du monde de triathlon. Elodie Cheffre a brillamment remporté la médaille d'or lors de la compétition Tessan au Qatar. Une performance exceptionnelle de 4 heures, 24 minutes et 59 secondes sur une épreuve d'une intensité remarquable, 2 km de natation, 80 km de vélo, 18 km de course à pied et 100 km d'efforts de détermination et de courage. Félicitations à elle pour cette médaille. Côté hockey sur glace, le mercredi 13 janvier, les Jokers de Cergy-Pontoise s'imposent très largement 8-2 contre les Pioneers de Chamonix-Mont-Blanc, mais vont malheureusement s'incliner le vendredi 16 janvier 2026 contre les Brûleurs de Loups de Grenoble 4-0. Prochain match le mardi 20 janvier contre les Rapaces de Gap, 20h30. Et pour finir, côté basketball, les Spartiates de Cergy-Pontoise s'imposent 99-70 contre le basket club de Ardres. Prochain match important en 16e de finale de Coupe de France contre Éveil Récy Saint-Martin le samedi 24 janvier à 20h. À la semaine prochaine pour votre prochaine chronique sport sur RGB. Axel Maire, à lundi pour une nouvelle chronique sport. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la parole à Damien pour la programmation de la soirée finalement. Et côté programmation, on va parler sport et on va parler musique. Je vais faire très rapide parce qu'il y a un programme sport justement qui suit ce journal d'information locale. C'est Histoire d'un jour qui vous est proposé désormais dans le 18-19 et la matinale par Mémoire du sport. Voilà, Mémoire sport. Et ensuite, vous retrouverez à 19h le 100% football amateur par Farid Rouas et sa team de consultants qui recevront, entre autres, je la fais très vite, Nasser Larguet pour parler formation française et marocaine, ou encore le parcours sans raccourci d'Alonso Moujotte. Voilà. À 21h, vous retrouverez la session de rattrapage de la libre antenne du jeudi soir, avant de retrouver à minuit Vibes.com et leur invité. Très bonne soirée sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, ça c'est pour le streaming, ou encore